Depuis 13 ans, tu ne peux pas me donner un garçon. Alors dis-moi, quelle est ton utilité dans ce mariage? Je n'en peux plus, j'ai besoin d'un fils, je vais prendre une nouvelle femme. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ma décision est prise. Maman, pourquoi tu pleures? Oh, mon cœur, ce n'est rien, je vais bien. C'est bon, maman, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Aïda était en train de plier les vêtements de sa fille quand son téléphone vibra. Mon Dieu. Quoi? Comment est-ce possible? Une vidéo. Son mari en tenue traditionnelle, souriant largement à côté d'une jeune femme en robe de mariée. La deuxième femme de ton mari. Félicitations. Elle était mariée à lui depuis 12 ans. Ce n'est pas possible. Chéti se marie. Non, ce n'est pas possible. Mais 3 filles, des années à vivre sous le même toit que sa mère. Tu vois, parce que tu as réussi, tu crois que tu peux te pavaner et te balader comme un paon. Tu n'as aucun droit de me parler comme ça. Tu ne peux même pas me donner un garçon, une chose que la plupart des femmes font avec une facilité déconcertante. Comment peux-tu dire ça? Il l'avait embrassée pour lui dire au revoir ce matin-là. Il avait dit qu'il avait une réunion d'affaires à Enugu. Au revoir, je t'aime. Je t'aime aussi, sois prudent. Le mariage se déroulait en ce moment même, à 2 heures de chez eux, et tout le monde était au courant. Tout le monde, sauf elle. Restez avec moi, parce que ce qu'Aïda fit ensuite choqua toute la famille et enseigna à chaque femme une leçon sur l'estime de soi, la force silencieuse et le pouvoir d'une femme qui connaît sa valeur. C'était un samedi ordinaire, c'est ce détail qui entrait Aïda le plus longtemps, son côté ordinaire. Le soleil de l'après-midi qui se glissait à travers la fenêtre de la cuisine, des rythmes afro jouant doucement sur l'enceinte, les uniformes des filles propres et repassés sur le lit. Elle était en train de plier la robe d'école d'Aïda, la jaune avec le bouton manquant qu'elle oubliait toujours de recoudre quand la notification arriva. Une vidéo WhatsApp, numéro inconnu. Elle appuya sur lecture. Chéti. Son Chéti, debout sous un dais de décoration blanche et dorée, vêtu d'un tissu réservé aux jours de cérémonie. Il riait, ce grand rire facile qu'elle avait autrefois adoré. À côté de lui se tenait une jeune femme dans une robe de mariée en dentelle ivoire, des fleurs fraîches dans les cheveux, les yeux brillants d'une lueur qui ressemblait à de l'espoir. La légende apparut sous la vidéo. La deuxième femme de ton mari. Félicitations. Le pouce d'Aïda s'immobilisa. Elle regarda à nouveau, puis encore une fois. Quoi? Son cerveau continuait de rejeter ce que ses yeux lui envoyaient, comme si son esprit était un douanier refusant l'entrée à quelque chose de trop illégal pour être traité. Elle l'appela. Ça sonnait dans le vide. Elle rappela. Ça sonnait dans le vide. Ses mains étaient devenues très froides. Elle le remarqua, comme on remarque les petites choses quand les grandes sont trop lourdes. Mains froides, le bouton manquant, la chanson toujours en train de jouer dans la cuisine. Elle appela Mama Chéti. Éteint. Aïda se leva, parcourut le court couloir jusqu'à la chambre de sa belle-mère. 8 ans dans cette maison, et elle pouvait la traverser les yeux fermés. Elle poussa la porte. La chambre était vide, proprement, délibérément vide. Lit fait, Bible sur la table de nuit, mais l'armoire était ouverte, et à l'intérieur, les cintres se tenaient comme de minces soldats moqueurs. Le sac de voyage marron que Mama Chéti gardait sur l'étagère du haut disparut. Elle était partie aujourd'hui, pendant qu'Aïda cuisinait, pendant qu'Aïda pliait des vêtements. Ils étaient tous partis ensemble, sans elle. Maman? Mon cœur. Elle vit sa fille de 9 ans, debout dans l'encorsure de la porte, les yeux grands ouverts, lisant la pièce comme les enfants le font avec tout leur corps. Tu vas bien? Aïda arrangea son visage. 12 ans de mariage vous apprend des choses. L'une d'elles est comment se replier sur soi-même jusqu'à tenir à l'intérieur d'un sourire. Je vais bien. Maman va bien. Elle cuisina le dîner. Elle aida au devoir. Elle fit le bain à la petite Kimi qui éclaboussait et riait et réclamait 3 histoires au coucher. Elle les lut toutes les 3. Elle regarda ses filles dormir, le bras d'Aziz déroulé sur 6 hommes, Kimi croquevillée comme une virgule. Elle resta longtemps dans l'encorsure de la porte, puis elle alla au salon, s'assit par terre, le dos contre le sofa. La maison était si silencieuse. Pas le silence paisible, l'autre sorte. Elle ne pleura pas, non parce qu'elle n'était pas brisée, mais parce que quelque chose d'étrange s'était installé sur elle, un engourdissement si complet qu'il ressemblait presque à une armure. Elle regarda le téléphone, encore chaud dans sa main. Elle regarda la photo de leur mariage au mur.
Elle regarda l'espace à côté d'elle où il aurait dû être. Il m'a embrassée ce matin-là, ici même. Il a dit « Je t'aime, Aïda ». Elle ne pleura pas, pas encore, parce que quelque part, au fond d'elle, sous 12 ans d'amour et de sacrifice et de petits morceaux d'elle-même abandonnés chemin de joint, une partie d'Aïda avait toujours su que ce jour pouvait venir. Laissez-moi vous ramener en arrière, au temps où Aïda croyait encore au pour toujours. Elle avait 20 ans quand elle rencontra Chetty Akono dans la cafétéria de l'université de Lagos. Il avait volé sa chaise délibérément, elle l'apprendra plus tard, parce qu'il l'avait remarqué de l'autre côté de la salle et avait besoin d'une raison de lui parler. Elle s'était tenue au-dessus de lui avec son plateau et avait dit « Lève-toi ». Il avait levé les yeux vers elle et souri de ce grand sourire désarmant et avait dit « Assieds-toi avec moi plutôt ». Elle s'assit. Elle n'aurait pas dû, mais elle s'assit. Ils sortirent ensemble 3 ans. Il était tout, attentif, ambitieux, drôle dans cette façon tranquille qui prend par surprise. Il lui écrivait des lettres, de vraies lettres sur papier glissées sous la porte de son foyer. Il se remémorait le nom de son chien d'enfance, la couleur préférée de sa mère, la façon dont il prenait son thé. Ils se marièrent quand elle avait 23 ans, lui 26 ans. Les photos de mariage montraient 2 personnes si lumineuses de l'intérieur qu'elles avaient presque besoin du flash du photographe. Première année, pure joie. Deuxième année, la boutique d'Aïda, née d'un petit lent et une ténacité immense, commençait à trouver ses marques. Troisième année, Aziz arriva, 3,5 kg, furieuse et magnifique. La famille célébra. Ses proches vinrent avec du vin de palme et des prières. Même alors, un oncle dit tranquillement à un autre « Un homme doit avoir un fils », mais c'était dit tranquillement, brut fond. Aïda ne s'inquiéta pas. La 4e année arriva. Encore une fille. La célébration fut plus modeste. Le sourire de Mama Chetty n'atteignait pas vraiment les yeux à la cérémonie de nomination, mais elle tint le bébé et pria à voix haute, et Aïda se dit qu'elle imaginait des choses. 6e année, Kimi, 3e fille. Le silence de sa famille ce jour-là fut en lui-même une sorte de réponse. 2 semaines après la naissance de Kimi, Mama Chetty arriva, avec son sac de voyage. « Pour aider avec les enfants, dit-elle, tu ne peux pas t'en sortir seule. » Aïda était épuisée et gracieuse et dit « Bienvenue, Mama ». C'était il y a 8 ans. Et ainsi, le rythme de la vie d'Aïda devint celui-ci. Lever à 5 heures du matin, cuisiner le petit déjeuner, habiller 3 filles, tenir la boutique de 8 heures à 18 heures, rentrer à la maison, cuisiner à nouveau, gérer les devoirs, gérer les disputes, s'occuper des repas de Mama Chetty, ses médicaments, les tablettes pour le diabète, les capsules pour la tension, tout ça sur le compte d'Aïda à la pharmacie. La boutique grandissait. Aïda avait un talent qui ne s'enseigne pas. Elle comprenait les femmes, ce qu'elles voulaient sentir en sortant d'une cabine d'essayage. L'affaire respirait et s'élargissait. Un 2e emplacement, du personnel, un nom sur le marché. Pendant ce temps, le travail bancaire de Chetty avançait régulièrement. Il vivait bien. Un bel appartement à Lekki, les filles dans une bonne école, un Honda pilote dans la cour. Ça ressemblait de l'extérieur à une histoire de réussite. Aïda gérait la plupart des factures du ménage. C'est plus simple, se disait-elle. Son salaire va à l'épargne. Elle le croyait. Et Mama Chetty, la dévote Mama Chetty, qui allait à l'église et qui pouvait citer les Écritures au petit déjeuner et empoisonner un esprit avant le dîner, était toujours là, à regarder, à prier bruyamment, à faire de petites remarques qui tombaient doucement, mais coupaient vif. « Ah, Aïda, ta cuisine est bonne, oh. Si seulement Chetty avait un fils pour rentrer retrouver. La femme de mon brère vient d'accoucher de jumeaux garçons. Dieu est fidèle aux fidèles. » Petite et constante, comme de l'eau qui trouve une fraque dans un mur. Et toujours, elle trouvait des moments seuls avec Chetty, chuchotant dans le couloir, l'appelant dans sa chambre porte fermée. Aïda passait devant et entendait leur voix baisser. Et elle se disait « C'est sa mère, ce n'est rien ». Et pendant toutes ces 8 années, Mama Chetty observait, attendait, planifiait. 2 ans avant cette vidéo, le poison commença à couler. Mama Chetty commença par les Écritures. Elle commençait toujours par les Écritures. « Mon fils, dit-elle un soir, sa voix basse, préoccupée, solennelle. J'ai prié, j'ai jeûné, et Dieu m'a montré quelque chose. Cette famille nécessite une protection masculine. » Mama s'arrêta. Elle recommença 2 semaines plus tard, d'un autre angle. « Ton père, que Dieu le bénisse, disait toujours que le nom d'un homme vit dans ses fils. Tes sœurs ont des enfants, ton brère a 3 garçons. Et toi? Tu as des filles. » Une pause parfaitement dosée. Les filles partent quand elles se marient. Qui porte le nom Okono? Qui t'enterrera quand je ne serai plus là?
Aïda est ma femme, maman, et elle est une bonne femme. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle ne t'a pas donné ce dont un homme a besoin. Ce n'est pas la même chose. » Chetty resta silencieux. C'était le signal de Mama Chetty. Le silence était une porte laissée ouverte. Elle la franchit lentement, patiemment, comme on franchit une porte qu'on a planifié d'ouvrir depuis des années. 4 mois plus tard, elle mentionna Enugu décasotement. « Tu te souviens de la fille de mon frère Amesha? Elle a rendu visite à Noël l'année dernière. Une fille si respectueuse. Elle vient de terminer sa licence en biochimie. Une bonne tête sur les épaules. » Nagui commença à rendre visite. Des visites familiales. Chaleureuse et innocente, elle apportait du chin-chin. Elle appelait Aïda tante et aidait à mettre la table. Elle s'asseyait en tailleur sur le sol et jouait avec les filles et riait quand Kimi lui tirait les cheveux. Aïda l'aimait bien. Ce détail ferait le plus mal plus tard. Mais Mama Chetty observait toujours la façon dont Nagui se déplaçait dans la maison, et quand Aïda avait le dos tourné, elle se penchait vers Chetty. « Regarde comment elle serre, regarde comment elle se tient. Ça, c'est une éducation. » Chetty changea. Pas du jour au lendemain, ça aurait été perceptible. Lentement, il cessa de prendre la main d'Aïda le soir. Devint critique sur les petites choses. Pourquoi le dîner était-il en retard? Pourquoi avait-elle l'air fatiguée? Pourquoi ne se mettait-elle plus sur son 31? Aïda essayait plus fort, cuisinait son gnolof préféré, achetait de nouvelles chemises de nuit, proposait de sortir le samedi. « Je suis fatiguée, Aïda. Pas ce soir. Pourquoi tu fais autant d'efforts? C'est épuisant. » Elle entendit ce mot, épuisant, et quelque chose de petit et d'essentiel en elle commença à se fermer. Les demandes d'argent augmentèrent. « Aïda, j'ai une opportunité d'affaires, j'ai besoin d'un petit prêt. Puis l'investissement nécessite plus de capital, juste cette fois. Puis mon compte est bloqué. Tu peux couvrir le loyer ce mois-ci ?» Elle donnait. Elle donnait toujours. C'était son mari. C'est ce que fait l'amour. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Mama Chetty étudiait ses documents commerciaux depuis 2 ans, se glissant dans le bureau d'Aïda quand elle était à la boutique, lisant les relevés de compte, photographiant les reçus, construisant un tableau précis de ce qu'Aïda possédait et de ce que Chetty risquait de perdre si Aïda venait un jour à ouvrir les yeux. Un soir, 3 mois avant que le mariage soit arrangé, Chetty était assis dans la chambre de sa mère, porte fermée. Elle plaça une photo de Nagui dans ses mains. « Elle est en bonne santé, elle est jeune, elle te donnera des fils. Et Aïda comprendra, elle est moderne, elle est forte, elle s'adaptera. » Il tint la photo longtemps, et 6 mois avant cette vidéo, Chetty prit la décision. Il épouserait Nagui, il ne le dirait simplement pas à Aïda avant que ce soit fait. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est ceci. Aïda savait plus qu'elle ne le montrait. 3 mois avant la vidéo, un mardi après-midi, Aïda rentra tôt de la boutique. Migraine. Elle se déplaça silencieusement dans le couloir vers sa chambre et s'arrêta. La voix de Mama Chetty derrière sa porte fermée, basse et prudente. « Oui, le mariage est confirmé. On le fait à Enugu, dans la salle de mon cousin. Petit, discret. Non, Aïda n'est pas au courant. Laisse-la l'apprendre une fois que tout est fait. Une fois que c'est légal, qu'est-ce qu'elle peut faire ?» Aïda resta dans le couloir pendant 7 secondes. Elle les compta. Puis elle alla dans sa chambre, s'allongea sur le lit et fixa le plafond. Elle ne pleura pas. Elle s'organisa. Le lendemain, elle rendit visite à son comptable, seule. Elle posa 5 ans de relevés financiers sur la table. « Combien ?» demanda-t-elle doucement. « Mon mari a reçu de moi au total. » Le comptable, une petite femme sérieuse nommée Funme, qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne, étala les documents et fit les calculs. Elle leva les yeux une fois, le visage professionnellement neutre, et dit « 8 200 000 naïras en 5 ans, répartis en prêts personnels, couverture de factures et contribution au soutien familial. 8 200 000 naïras. » Aïda lui avait acheté une voiture avec cet argent, payé le loyer pendant 4 ans, financé la gestion du diabète de sa belle-mère, la contribution au mariage de sa belle-sœur, les frais de scolarité de son neveu Emma Junior dans une école privée d'Abuja. Elle avait été le moteur de la vie d'une famille entière et il l'avait regardée comme si elle était un meuble. Elle alla ensuite voir une avocate, une femme, discrète. « Si je quitte un mariage, quels sont mes droits sur les biens achetés seulement en mon nom ?» L'avocate lui dit « Aïda avait acheté un appartement de 3 chambres à Aba 7 ans auparavant. Une décision silencieuse, son propre argent, son nom seul sur l'acte de propriété. » Elle avait dit à Chetty que c'était un bien d'investissement. Il avait hoché la tête et n'avait jamais posé d'autres questions.
L'argent des loyers qu'elle collectait avait alimenté un compte séparé qu'il ne connaissait pas. Elle commença à transférer des fonds supplémentaires. Méthodiquement, sans panique, elle ouvrit un compte professionnel au nom de sa boutique et réorienta ses revenus principaux vers celui-ci. Elle appela sa banque et restructura tous les accès conjoints sur leur compte commun. Elle fit tout cela calmement, comme une femme qui a déjà fini de faire son deuil intérieurement et qui maintenant complète simplement la paperasse. Pendant ce temps, on racontait à Nagui une toute autre histoire. Mama Chetty lui avait dit en privé « Aïda est malade, les médecins disent qu'elle ne pourra plus porter d'enfant. Elle a elle-même accepté ce mariage. Dans notre culture, une bonne épouse accepte. Tu ne détruis pas un foyer, tu le complètes. » Nagui, 24 ans, élevé par une mère qui disait « Obéis à tes aînés », l'a cru. Elle croyait que la famille était prospère, elle croyait que Aïda avait consenti, elle croyait entrer dans une vie confortable. Le matin du mariage, Chetty se tint dans la porte de la chambre. Aïda préparait du thé. Il s'avança vers elle, l'embrassa sur la joue et dit « Je t'aime, je rentrerai ce soir, des affaires à Enugu ». Elle le regarda directement, il ne put soutenir son regard. « Bon voyage », dit-elle. Il partit, elle attendit. Et quand cette vidéo arriva, Aïda était prête. La seule question était « Eux, l'étaient-ils » Le dimanche matin, ils revinrent. Aïda entendit la clé dans la serrure à 10 heures. Elle était dans la cuisine. Elle était levée depuis 6 heures du matin, avait emmené ses filles à l'église, les avait nourries et préparait une soupe aux arachides à partir de rien parce que ses mains avaient besoin d'être occupées. Chetty entra premier, puis Mama Chetty, son chapeau d'église toujours sur la tête, sa Bible serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Le visage de Chetty était une chose complexe. La culpabilité, la défiance, la peur, toutes les trois se battant pour prendre position. « Aïda », il posa ses clés sur le comptoir. « Après le petit déjeuner », dit-elle. « Les filles n'ont pas terminé de manger. » Son calme était un changement météorologique. Il le sentit, elle le fit sentir qu'il le sentait. Quand les filles eurent fini, elle les envoya jouer dans leur chambre. Elle s'assit à la table de la salle à manger, elle croisa ses mains, elle attendit. « Aïda, écoute. » Il tira une chaise, s'assit aux faces d'elle, comme si c'était une réunion d'affaires. « J'aurais dû te le dire, je le sais. Mais tu sais comment est notre culture. Un homme a besoin... » « Elle emménagera quand ?» demanda-t-elle. La question l'arrêta net. « La semaine prochaine. Mais Aïda, tu es la première femme, ça ne change pas. Nagui te respectera, elle le sait déjà. Et où dormira-t-elle ? On essaiera, on s'arrangera. Il y a les quartiers des domestiques. » Mama Chetty s'avança. Elle s'était tenue près de la porte, observant, calculant. Elle arriva maintenant avec sa voix d'église, chaude, raisonnable, la voix qu'elle utilisait à la réunion des femmes. « Aïda, ma chérie, je sais que c'est difficile, mais c'est notre culture. Chetty a besoin d'un fils. Tu es une femme forte, une femme sage. La Bible dit « Une femme sage bâtit sa maison, ne détruit pas. » Aïda se tourna vers la femme plus âgée. Quelque chose dans ce regard fit taire Mama Chetty. « Mama !» La voix d'Aïda était douce, plus calme que la colère. « Tu vis dans ma maison depuis 8 ans, tu as mangé la nourriture que j'ai cuisinée, j'ai acheté ton glucovance, ton metformine, tes médicaments pour la pression artérielle chaque mois sur mon propre compte depuis 8 ans. Je ne me suis jamais plaint, je ne l'ai jamais mentionné parce que tu étais sa mère et que cela faisait de toi ma mère. » Le silence tomba dans la pièce comme quelque chose de lourd. Elle tendit la main sous la table, une enveloppe marron. Le relevé de compte bancaire, des reçus de paiement, des dossiers de pharmacie, des documents de bail, 5 ans d'architecture financière étalés flat sur la table de la salle à manger comme un verdict. « Je ne suis pas en guerre, dit Aïda. Je ne vais pas crier ou casser des choses. Je vais simplement vous dire ce qui va se passer maintenant. » Elle posa une lettre tapée sur les documents. « C'est mon préavis. Je ménage dans 2 semaines avec mes filles. Le loyer de l'appartement expire dans 31 jours. Je ne le renouvelle pas. » Elle croisa encore ses mains. « Le paiement de la voiture a été interrompu hier. J'ai appelé la banque ce matin. » Mama Chetty émit un son, entre soupirs et prières. « Tu ne peux pas faire ça, c'est ton mari. Dieu a uni. Il était mon mari. » Aïda regarda la femme plus âgée avec calme. « Hier, il est devenu le mari de Nagui. C'est donc sa responsabilité maintenant. Et Mama, une petite pause, silencieuse comme une porte qui se ferme, tu dois commencer à t'organiser parce que je ne serai plus là pour renouveler ton ordonnance le mois prochain. » Le visage de Chetty s'était écroulé. Il ressemblait à un homme regardant un immeuble tombé, un immeuble dans lequel il avait vécu sans jamais lire l'acte de propriété, sans jamais se demander une seule fois dont il était le nom. « Aïda, je t'en prie, nous pouvons... » « Il n'y a rien à discuter. » Elle se leva,
Elle lissa sa robe, elle marcha jusqu'à la porte de la chambre de ses filles et crapa 2 fois. « Aziz, Chisom, Kimi, venez dire bonjour à votre père, il est rentré de son voyage. » Leurs voix petites répondirent de l'intérieur, des pieds sur le sol, et c'est à ce moment que Chetty réalisa ce qu'il avait fait, mais il était déjà trop tard. 2 mois plus tard, le palais s'était écroulé. L'appartement d'Aïda à Aba avait un petit jardin devant où des bougainvilliers gros poussaient sur la clôture d'un rose vif et joyeux. Kimi avait immédiatement réclamé le jardin et l'avait déclaré son royaume. Elle avait planté 3 choses, en avait tué 2 et refusait d'accepter la défaite. Chisom avait choisi la chambre avec la fenêtre qui captait la lumière du matin. Aziz, 12 ans maintenant, et commençant à comprendre la forme des choses, avait demandé un soir à sa mère « Tu es heureuse, maman ?» Aïda avait regardé son aîné, ses yeux sérieux, la bouche de Chetty, tout le reste d'Aïda, et avait dit « J'y arrive, et c'est suffisant pour l'instant. » Elles étaient en thérapie, les 4, ensemble et séparément, avec une femme calme du nom de Dr Yetunde, qui avait un bol de bonbons sur son bureau et ce rare don de savoir quand ne pas parler. Les filles s'adaptaient. Les enfants le font toujours quand la tension s'écoule d'une maison comme l'eau d'une baignoire. La plus jeune avait arrêté de se réveiller la nuit. La boutique d'Aïda s'était développée. Elle avait accepté une offre de partenariat qu'elle envisageait depuis 2 ans, un deuxième investisseur qui voulait ouvrir un 3e emplacement. Elle avait plus de clarté en 1 mois de liberté qu'elle n'avait eu en 2 ans d'endurance. Son équipe le remarqua, les clientes le remarquèrent. Elle rayonnait de la lumière particulière d'une femme qui ne dépense plus son énergie à tenir un toit. De l'autre côté de la ville, une histoire bien différente se déroulait. Le Honda Pilot fut repris un mercredi. Chetty était au travail quand la société de recouvrement est arrivée. Et Mama Chetty était seule à la maison quand 2 hommes en uniforme bleu sonnèrent au portail. Elle avait appelé Chetty 17 fois. Il arriva en taxi. Il se tint dans la cour et regarda remorquer la voiture avec laquelle il s'était rendu à son mariage. Et quelque chose sur son visage indiqua qu'il comprenait enfin dans quel type d'équation il avait vécu. L'appartement fut pire. Sans le nom d'Aïda sur le renouvellement du bail, ils durent partir. Il trouva un 2 pièces à Surulere où le courant passait par intermittence. Dans cet espace s'entassèrent Chetty, Naji et Mama Chetty. 3 adultes, une salle de bain, une cuisine et un silence entre Naji et Mama Chetty qui était passé du poli au dangereux. En 3 semaines, Naji avait commencé à poser des questions. Elle n'était pas stupide. Elle avait une licence en biochimie et une mère qui lui avait dit « Compte toujours ce qu'il y a dans le plat avant de t'asseoir à table ». Elle compta. Les chiffres ne tenaient pas. Où était l'argent? Où était le confort qu'on lui avait promis? Elle appela la sœur et la tante de Mama Chetty qui vivaient à Enugu et posa des questions douces. Les réponses ne l'étaient pas. Elle rentra un soir et se tint dans l'embrasure de la cuisine et dit à Mama Chetty, très doucement, « Tu m'as dit qu'elle était malade. Tu m'as dit qu'elle avait accepté. Tu m'as dit qu'il était prospère. » Mama Chetty ouvrit la bouche. « Ne le fais pas, » dit Naji. « Ne fais tout simplement pas ça. » Naji était enceinte de 11 semaines. Le fils pour lequel Mama Chetty avait orchestré toute une conspiration était en train de grandir, et la femme qui le portait était assise dans un 2 pièces à Surulere, en train de calculer des stratégies de sortie. La famille élargie de Chetty avait pris ses distances. Obi Ageli, sa sœur, l'avait appelée et avait posé des questions sur l'argent, la contribution au mariage, le soutien qui s'était arrêté. Quand il admit que ça avait été Aïda depuis le début, elle garda le silence un long moment, puis dit « Tu es un imbécile, Chetty, un imbécile complet. » Son cousin cessa de répondre aux appels. Le groupe WhatsApp familial, autrefois animé de salutations et de nouvelles, se taisait quand il publiait quelque chose. Il blâmait Mama Chetty. C'était peut-être là la plus vive des ironies. La femme qui avait planifié, manœuvré et manipulé, qui avait ouvert chaque porte menant à ce dénouement, se retrouvait maintenant dans les décombres qu'elle avait elle-même construits, et tous les doigts se pointaient vers elle. Elle appela Aïda. Aïda vit le nom sur son écran, laissa sonner. Elle envoya un message plus tard. « Je prie pour ta famille, Mama. » C'était tout. Chetty appela un dimanche après-midi. Elle ne répondit pas. Il rappela le mardi. Elle ne répondit pas. Il conduisit jusqu'à la boutique. Elle vit sa voiture à travers la vitrine, reconnut l'autocollant du service de taxi, reconnut le fait qu'il avait dû prendre un taxi, et elle entra dans son bureau et demanda à son personnel de dire qu'elle n'était pas là.
Elle le vit à l'église le 3e dimanche. Il était plus maigre, sa chemise était repassée. Mais elle connaissait ses chemises. Elle les avait repassées pendant 12 ans, et celle-ci avait été faite à la hâte. Elle la vit de l'autre côté du hall, et son visage fit quelque chose de complexe et involontaire. L'amour, le regret, la honte, tout surgissant avant qu'il puisse s'en empêcher. Elle s'approcha, le salua poliment, demanda comment il allait, sourit comme on sourit à un voisin qu'on a bien connu autrefois. Il dit « Aïda, est-ce qu'on peut… » « Que Dieu te bénisse, Chéti, dit-elle, et elle retourna vers ses filles. Mama Chéti apparut de l'entrée latérale. Elle avait repéré Aïda. Elle s'avança les mains jointes, la posture de l'église, la posture du suppliant. « Aïda, te le prie, les choses sont difficiles. Si tu pouvais juste… Je prierai pour toi, Mama. » Elle la regarda une fois, directement, sans enguerre, sans douceur, sans rien qui puisse faire l'objet d'une négociation. « Je t'ajouterai à ma liste de prières. » Elle se retourna, prit la main de Kimi et sortit dans l'air clair du dimanche. À la boutique, une nouvelle cliente entra un vendredi après-midi. Jeune, élégante, parcourant les portants avec l'énergie légèrement dépassée de quelqu'un qui ne s'est jamais acheté quelque chose de vraiment beau. Elle regarda Aïda, qui arrangeait un présentoir, qui avait ses lunettes de lecture sur le nez, qui portait une robe drapée orange brûlée et pas de bague au doigt gauche, et demanda « Vous êtes mariée ?» Aïda leva les yeux. Il pensa à 12 années de cafétérias universitaires et de lettres sur papier, à 3 filles endormies en rang, au bougainvillier rose vif d'un gardien qui lui appartenait. Elle sourit. « Je suis complète, dit-elle. » Et ainsi, la famille apprit qu'on ne peut pas bâtir un royaume sur le dos d'une reine et s'attendre à ce qu'elle reste quand on y amène des indigentes. Chéti voulait un fils. Il en eut un, mais perdit tout ce qui faisait de lui un homme. Naji voulait un mari prospère. Elle eut un titre, mais aucune substance. Mama Chéti voulait un petit garçon. Elle en eut un, mais perdit la belle-fille qui finançait sa vie depuis 8 ans. Et Aïda apprit que parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir quand il faut s'aimer davantage. Le poison qu'on prépare pour un autre tend à se reverser sur ses propres mains. Et une femme qui connaît sa valeur ne se bat pas pour une place à la table. Elle construit la sienne.